deux audiences accordées par le Premier ministre aujourd'hui, l'une au commissaire de l'OMVS, l'autre au président de la Commission nationale des concours. Et toutes deux, c'était aujourd'hui. Une clôture, celle de la rencontre participative sur les activités minières, artisanales et semi-industrielles. L'organisateur, c'est le ministère du pétrole, de l'énergie et des mines. Des ateliers, ceux de formation des formateurs organisés par le ministère de l'Éducation nationale, de la formation technique et de la réforme, l'un à Kaïdi, l'autre à Nouakchott. Voilà pour les principaux titres de votre journal et c'est parti. Madame, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre 21h30 de ce vendredi 23 octobre 2020. Nous commençons ce 21h30 par ces deux audiences accordées aujourd'hui par le président de la République, par le Premier ministre. Il s'agit de celle, et c'est la première, celle qu'il a accordée au commissaire de l'OMVS. On doit voir les images. Et voilà, mais ça c'est la première audience donc accordée par le Premier ministre au commissaire de l'OMVS, M. Hamad Diane Sadiga. C'était l'occasion donc de faire le point sur les activités de l'organisation sous-régionale, une audience qui s'est déroulée en présence du ministre du pétrole, de l'énergie et des mines, directeur du cabinet du Premier ministre et d'un chargé de mission à la prémature. Donc l'audience accordée par le Premier ministre au commissaire de l'OMVS. Alors, sur quoi a porté cette audience? Quels sont les sujets qui ont été évoqués au cours de cette rencontre? Éléments de réponse avec le haut-commissaire de l'OMVS à sa sortie d'audience. L'honneur et le privilège de me recevoir en compagnie de mon frère, notre ministre de tutelle, M. Salam, pour me permettre de lui faire le point du déroulement des activités de notre organisation commune, l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal. Le Premier ministre nous a écoutés et donné des conseils précieux. L'organisation aujourd'hui est à la croisée des chemins. Elle a parcouru beaucoup de chemins dans le sens du progrès, mais elle doit améliorer encore ses performances au service des populations du bassin. C'est le vœu cher au chef d'État. Je voudrais ici saluer notre président, le président Ghazouani, qui, depuis son entrée en fonction, nous a fait l'honneur de soutenir les actions au niveau de l'organisation, actions qui valent aujourd'hui une transformation, je pense, qualitative de ce que nous faisons. Et avec le Premier ministre, j'ai tenu à aborder les questions de l'heure, qui sont celles d'un accroissement de l'offre hydroélectrique, de la maîtrise surtout des eaux du fleuve, pour diminuer, on va dire, les risques d'inondation, mais pour surtout booster le secteur agricole. Chacun sait qu'une préoccupation importante de nos plus hautes autorités, donc des chefs d'État de notre espace, c'est l'atteinte des objectifs de sécurité alimentaire. Et par la grâce de Dieu, le fleuve Sénégal permet de valoriser des terres qui peuvent aujourd'hui servir d'appoint, sinon, je pense, d'éléments moteurs pour l'atteinte de cette sécurité alimentaire par l'exploitation des terres qui sont valorisées. C'est le lieu de saluer ici le dynamisme de la SONADER et de son ministère de tutelle, mais surtout de remercier notre ministre de tutelle qui, en homme d'expérience, nous a, dès le premier jour, donné vraiment des indications très claires sur les attentes de la Mauritanie, mais surtout sur le rôle qu'elle jouera pour que l'OMVS soit à hauteur de mission. Donc avec le Premier ministre, j'ai également abordé les questions liées aux infrastructures qui sont aujourd'hui programmées, dont une des plus importantes concerne le projet de navigation sur le fleuve Sénégal, qui est un programme structurant qui va permettre, avec la densification, la massification des échanges, de créer un effet levier, un effet d'entraînement qui sera, je pense, bénéfique à l'ensemble des populations du bassin. Et également, comme je l'ai dit, les projets d'accroissement de l'offre électrique par les barrages de Koukountamba en Guinée, du barrage à but multiple de Gourbassi. Sur toutes ces questions, le Premier ministre nous a assuré du soutien de la Mauritanie.
et en tenant compte également de la situation nouvelle que crée la pandémie, qui rend, je pense, assez difficile l'accès à des financements aussi importants que ceux que nous cherchons à mobiliser. Mais nous repartons d'ici vraiment avec beaucoup d'espoir. En tout cas, la qualité de l'écoute dont nous avons pu jouir ici auprès de nos frères, que ce soit le ministre de tutelle, le chef de Salam, que ce soit le ministre de l'hydraulique, que ce soit le ministre d'Iwoulzé, tous ceux que nous avons rencontrés, nous avons vraiment le sentiment que nos préoccupations sont largement intégrées et qu'avec la nouvelle dynamique qui est insufflée, notre organisation pourra, je pense, Inch'Allah, atteindre les objectifs qui lui sont assignés par les chefs d'État. Le haut-commissaire donc de l'OMVS a ici l'audience que lui a accordé le Premier ministre, c'était donc ce matin. La seconde audience accordée aujourd'hui par le Premier ministre, c'est celle qu'il a accordée au président de la Commission nationale des concours, l'occasion pour le président de cette commission de remettre au Premier ministre le rapport annuel de la Commission pour l'année 2019. Que prévoit ce rapport? Que dit ce rapport? Élément de réponse avec Abdelrahman Hamad. Le rapport annuel de la Commission nationale des concours pour l'année 2019, qui a été remis aujourd'hui au Premier ministre par le président de la Commission, précise qu'au cours de l'année dernière, 15 concours ont été organisés pour recruter 2858 personnes parmi près de 80 000 candidats. Le rapport comporte également les réformes récemment amorcées par la Commission pour garantir la transparence et l'équité entre les candidats. Ces réformes portent sur l'annulation de la partie orale des concours, le classement des candidats suivant l'ordre du mérite ou encore l'ouverture des réclamations devant tous les candidats. À l'issue de l'audience, le président de la Commission nationale des concours, qui était accompagné par les membres de la Commission, a déclaré que le Premier ministre a insisté sur la transparence et l'application de la justice pour tous. Cheikh Naoulidoum a ajouté que le Premier ministre a également précisé que les concours sont ouverts à tous les Mauritaniens et chacun d'entre eux doit recouvrir tous les droits que lui confère la loi. Le président de la Commission a aussi souligné que les réformes introduites cette année permettront à tous les candidats d'obtenir tous leurs droits. Voilà donc pour ces deux audiences accordées aujourd'hui par le Premier ministre, l'une au commissaire de l'OMVS et l'autre au président et à la Commission nationale des concours. Un anniversaire diplomatique dans ce journal, c'est celui des Nations Unies. L'Organisation mondiale vient en effet de souffler ses 75 bougies. Et c'est l'occasion pour le ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur de rendre un vibrant hommage à l'action de l'ONU, notamment en Mauritanie, et il a donné des exemples de cette action. La Mauritanie a collaboré avec le HCR, qui est donc le Haut Commissariat pour les réfugiés, pendant plusieurs années. C'est arrivé déjà dans les années 90, c'est arrivé récemment. Nous avons toujours été très hospitaliers par rapport aux réfugiés qui arrivent dans notre région de Hod. Et nous avons eu dans ce cadre une collaboration exceptionnelle pour nos frères maliens et qui continue de nos jours. Et la Mauritanie restera toujours ouverte à cela et apprécie beaucoup de travail qui a été fait dans le cadre de la protection de ces réfugiés. Je peux vous donner comme autre exemple que dans les années 90, nous étions à près de 130 pour 1000 enfants qui mouraient avant l'âge de 5 ans à cause de diverses maladies. Et grâce au travail exceptionnel qui a été fait par des agences comme l'UNICEF, comme l'OMS, comme le PAM, comme le FNIAP et d'autres, je crois qu'à ce moment-là, comme vous le savez, aujourd'hui nous sommes à 84 pour 1000. C'est quand même une réalisation importante qui a été faite par le gouvernement mauritanien, mais avec l'appui du système des Nations Unies. Je voudrais également citer un autre exemple important pour nos agriculteurs, que l'on appelle le charançon rouge du palmier, qui a été totalement éradiqué grâce à l'assistance de la FAO et d'autres organismes du système des Nations Unies. Je voudrais également parler de toute la législation. Durant toutes ces années, la législation adoptée, d'abord nous avons été parmi les premiers qui avons ratifié la Convention sur les droits de l'enfant. Nous avons fait un énorme travail sur les questions des droits de l'homme. Je voudrais citer ici également le travail que fait l'OMS. Vous savez, à l'époque, l'Ebola est arrivé jusqu'au Mali, donc il était à nos frontières. Je crois que le travail de prévention, le travail de renforcement des capacités qui a été fait à l'époque par l'OMS a été fondamental pour prévenir l'entrée de cette maladie en Mauritanie. Et cette même capacité qui a été donnée à l'époque a servi récemment
avec le travail exceptionnel que font nos amis de l'OMS, de l'UNICEF, du système des Nations Unies, pour aider le ministère de la Santé dans la lutte contre la maladie actuelle du Covid. Je voudrais également citer, durant les années 90, on était avec plusieurs milliers, pour ne pas dire dizaines de milliers de cas de vers de Guinée, essentiellement dans les régions de l'Est, mais les régions aussi du fleuve et autres. On avait des cas énormes, donc plusieurs milliers de vers de Guinée. Nous n'avons plus un seul cas de vers de Guinée aujourd'hui en Mauritanie. Je voudrais parler de la poliomyélite, qui a été éradiquée aussi dans notre pays. Donc le travail que font les gens des Nations Unies est un travail exceptionnel, que je voudrais vraiment saluer ici. Je voudrais saluer mon ami et un grand ami de la Mauritanie, le secrétaire général Antonio Guterres, qui est un grand ami au président de la République. C'est un homme, un grand humaniste, un homme exceptionnel, puisque c'est un homme qui a un attachement particulier au multilatéralisme. Et je voudrais tout simplement terminer en disant combien, nous en Mauritanie, je donne ce message au nom du président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani, que nous sommes engagés avec d'abord la charte des Nations Unies, avec le message des Nations Unies. Le président de la République est convaincu qu'au problème d'aujourd'hui, il n'y a pas d'autre solution que les solutions multilatérales. Le ministre des Affaires étrangères, de la coopération des Mauritaniens de l'extérieur, donc avec son hommage aux Nations Unies à l'occasion du 75e anniversaire de l'organisation internationale. Eh bien, son homologue du pétrole, de l'énergie et des mines, lui, il était pendant ce temps au Palais des Congrès. Là-bas, il a présidé la cérémonie de clôture des travaux de la rencontre organisée par son département sur donc la problématique des activités minières, artisanales et semi-industrielles. Une rencontre de 2 jours qui a commencé hier à Nouakchott au Palais des Congrès. Alors, les résultats de cette rencontre et les recommandations donc adoptées à l'issue de cette rencontre, dont l'ouverture et la clôture a été présidée par les ministres du pétrole, de l'énergie et des mines. Eh bien, des recommandations, quelques recommandations avec vous, Bokar Baïdaba. Les ateliers ont été marqués par la franchise de discussions qui ont abouti à plus d'une quarantaine de recommandations, notamment l'importance de rédiger des textes spécifiques à ce domaine qui prennent en compte la spécificité de la réalité mauritanienne, afin que la nouvelle loi englobe toutes les activités et pratiques, y compris les normes de santé et de sécurité, les méthodes d'extraction de l'or, les profondeurs de puits, les outils et produits autorisés et les procédures de stockage. Les recommandations incluent également le respect des normes environnementales et sanitaires, le contrôle de la qualité, le respect des limites de licences accordées par l'État. À cela s'ajoute la résolution du problème de l'eau et de l'électricité, la mise en place d'un système de fiscalité directe ou indirecte sur les carrières de pierre ou la quantité d'or, entre autres. Dans une allocution prononcée à l'occasion de la clôture des travaux, le ministre du Pétrole, de l'Énergie et des Mines, Abdeslam Ould Mohamed Salah, a exprimé ses vifs remerciements aux participants pour leurs précieuses contributions tout au long des travaux de ces ateliers. Il a souligné que toutes les recommandations issues des travaux seront étudiées et prises en compte, remerciant la coopération allemande pour son appui dans l'organisation de cet événement. En somme, donner un caractère formel à cette activité va non seulement améliorer les procédures d'extraction et le traitement des minéraux, mais aussi assurer la pérennité de l'écosystème local. Voilà, après les miniers, les industriels, les pédagogiques. Les pédagogiques avec 2 séminaires, 2 ateliers de formation des formateurs organisés par le ministère de l'Éducation nationale, de la formation technique et de la réforme. Tous 2 ouverts aujourd'hui, tous 2 portent sur le fondamental et notamment sur le programme, le nouveau programme de la première année du fondamental. L'un de ces séminaires se déroule à Kaïdi et le coup d'envoi de ce séminaire de Kaïdi a été donné par le ministre de l'Éducation nationale. Compte rendu de notre correspondant permanent à Kaïdi, Mohamed Bilal, compte rendu revue en français par Abdullah Demeba. Le siège de l'ENI, École normale des instituteurs de Kaïdi, a abrité cette session de formation au profit des inspecteurs de l'enseignement fondamental des wilayas du Braktan, du Trarza, du Girimaha et du Gorgol se rapportant au nouveau programme d'enseignement pour la première année du fondamental. Cette formation, qui s'étale sur 3 jours, permettra aux formateurs de se familiariser avec ce nouveau programme qui a été établi
pour la première année du fondamental. Le maire de la commune de Kéri, Cheikh Tahara Baradji, a exprimé sa satisfaction pour les objectifs de cet atelier. Il a ensuite fait part du rôle important joué par la ville de Kéri de par son histoire dans le cadre de l'essor du système éducatif. Le ministre de l'Éducation nationale, de la formation technique et de la réforme, Mohamed Melani Ouleye, a souligné que la formation des formateurs à propos du nouveau programme d'enseignement fait partie du processus mis en place afin d'informer les responsables sur les développements et les changements qui ont été apportés à ce programme. Que cette activité constitue la première phase qui sera suivie par d'autres actions comprenant la formation des instituteurs. Il a par ailleurs précisé que la réforme du système éducatif est une voie qui a été déclinée dont le processus sera mené jusqu'à son terme. En marge de ce déplacement au Gorgol, le ministre de l'Éducation nationale, de la formation technique et de la réforme a visité l'école d'enseignement technique et de formation professionnelle de Kéri. Sur place, il a reçu des explications détaillées sur les différents compartiments de cette structure d'enseignement technique et professionnel. Il s'est aussi enquis des différentes formations qui sont prodiguées au niveau de cette école. Voilà donc pour la visite du ministre de l'Éducation nationale à Kéri, la capitale du Gorgol, où il a notamment présidé le coup d'envoi de cet atelier de formation des formateurs sur les nouveaux programmes de la première année du cycle du fondamental. Et c'est le même thème qui a également été, qui est au centre aussi d'un autre atelier qui s'est déroulé lui aussi dans une ENI, mais cette fois à Nouakchott. Et c'est le secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale qui a donné le coup d'envoi des travaux de cet atelier de formation des formateurs. Bokar Baïleba. Préparer l'élève et lui donner la qualification requise scientifiquement et professionnellement représente la pierre angulaire de la réforme qui doit commencer incessamment. D'ailleurs, c'est tout le sens de cet atelier de formation des formateurs sur les nouveaux programmes de la première année du fondamental. Un élève qui lit et qui écrit à la fin de l'année est un thème on ne peut plus éloquent. Ce thème est devenu le principal objectif pour l'ensemble du processus. Une nouvelle démarche didactique est intégrée dans cette révision. Elle vise à doter l'enseignant des outils pédagogiques qui lui permettent de réaliser ses objectifs. Cette formation vise aussi à créer une équipe compétente et capable de transmettre ses contenus au personnel enseignant pour qu'il soit généralisé et d'en faire un outil pour l'enseignant. Le choix de la réforme de notre système éducatif est une priorité des priorités et nous sommes déterminés à l'engager pour que nous ayons une école républicaine, axe phare du programme du président de la République, son Excellence M. Mohamed Ould-Cheikh Al-Ghazouani. C'est dans cette optique que nous organisons ces ateliers pour la première année du fondamental, qui est le fondement de l'école primaire. Ainsi, si nous parvenons à doter nos enfants à ce niveau de contenus qui répondent à leurs besoins et aux ambitions des parents, nous pouvons dire que nous avons jeté les bases d'un système éducatif crédible et solide. La restructuration du système d'enseignement fondamental constitue un bond qualitatif dans le domaine et c'est le défi le plus important à relever aujourd'hui. Nous entendons quand même travailler en vue d'apporter quand même ou d'améliorer donc les contenus des programmes. Donc comme vous le savez, quand il y a programme, il y a souvent des choses à améliorer, il y a des choses à amender. Donc tout notre travail va s'articuler quand même autour de ça. Et nous espérons quand même à la fin de cette formation que nos productions donc, qui vont dans ce sens pourront quand même répondre aux besoins de nos apprenants et aux besoins des parents et surtout aussi de l'État qui est responsable de la politique de l'éducation. En définitive, l'avenir des générations futures est tributaire de la performance des enseignants. Garantir la qualité de cette performance, c'est assurer l'avenir des apprenants. Voilà pour ces deux ateliers de formation des formateurs donc sur le nouveau programme de la première année du cycle fondamental des ateliers organisés par le ministère de l'Éducation, de la formation technique et de la réforme, l'un à Kaïdi et l'autre à Nouakchott. Venons-en maintenant à notre page médicale consacrée à l'évolution de la pandémie de la Covid-19 en Mauritanie durant les dernières 24 heures. On va commencer par le positif. Voilà, le vert ça veut dire les guérisons, 5 donc guérisons, le jaune c'est les nouveaux cas, ils sont au nombre de 12 et Allah soit loué, 0 décès durant les dernières 24 heures.
On va voir maintenant le cumul, après avoir signalé que tout cela, c'est le résultat des tests réalisés ces dernières 24 heures. 371, dont 28 de suivis. Et ça, c'est le cumul. Le cumul, vous le voyez, 7662 cas depuis le début de la pandémie, dont 7374 guérisons et malheureusement 160 décès. Merci de suivre les GTF de Mauritanie à la suite du journal avec une inauguration d'une extension dans le centre hospitalier de Nouadhibou avec la problématique de l'eau dans la wilaya de Oued El Gharbi, précisément dans sa capitale, Ayoun. Première étape donc de notre voyage à l'intérieur du pays, Nouadhibou, notre capitale économique, dont le centre hospitalier dispose désormais d'une nouvelle extension de son service d'urgence et de réanimation, mais aussi d'un appui en matériel médical. C'est un compte rendu de notre correspondant permanent là-bas, Alvaro Chebani, compte rendu revu en français par Abdelrahman Hamad. Le centre hospitalier régional de Nouadhibou s'est doté d'un appui destiné au renforcement des capacités du service de réanimation. Cet appui est d'une capacité de 8 lits de respirateurs artificiels ou ventilateurs, d'une ambulance et d'autres matériels médicaux. Ces équipements et appareils médicaux sont installés par des équipes techniques dans le cadre du programme de coopération entre le département de la santé et ses partenaires techniques et financiers. Selon le représentant du ministère de la Santé, Dr Salah Dimoudid, le pavillon qui abrite ces équipements a été préparé depuis le début de la semaine et une mission espagnole en collaboration avec l'OMS a été arrivée pour former le staff médical sur ces appareils et équipements. Le directeur général du Centre hospitalier national de Nouadhibou, Dr Mokhtar Ould-Hmoud, a indiqué que ces équipements pour la réanimation chirurgicale et médicale vont servir à la mise en œuvre de l'approche des pouvoirs publics visant la prise en charge des cas d'urgence et de réanimation au Centre hospitalier de Nouadhibou. La représentante de l'OMS a, quant à elle, mis en exergue l'importance accordée par les pouvoirs publics à la prise en charge des cas d'urgence au niveau décentralisé. J'aimerais remercier tout le monde et les féliciter pour cette belle initiative. Ce service est là, on l'a inauguré aujourd'hui et il sera là pour servir la population de Nouadhibou et de la région pour des générations à venir. Ces équipements médicaux renforceront les capacités du système sanitaire et faciliteront aux citoyens à Dakhlet Nouadhibou de recevoir les soins nécessaires sans obligation de se déplacer vers Nouakchott ou ailleurs. Voilà pour ce renforcement donc du service d'urgence et de réanimation du centre hospitalier régional de Nouadhibou. Dernière étape de notre tour à l'intérieur du pays nous amène dans l'est du pays, précisément le Oued El Gharbi, dont la capitale Ayoun, précisément dans sa capitale régionale, une capitale dont les quartiers périphériques souffrent d'un manque d'eau malgré les efforts donc entrepris pour venir à bout de cette problématique. Un reportage de notre correspondant permanent, Abdallah Yislim, dont le reportage est revu en français par Abdoulaye Demeba. C'est grâce à ces charretiers que certains habitants de la ville d'Ayoun s'approvisionnent en eau. L'accès au liquide précieux au sein de certains quartiers de cette ville constitue un problème majeur auquel certains résidents de cette localité font face. Cet habitant déclare qu'au niveau du quartier Saada, l'accès au liquide précieux constitue un problème majeur, particulièrement en période d'été. Ils sont obligés, dit-il, de se déplacer de 5 km d'ici par jour pour s'approvisionner en eau comme il se doit. Du côté de la représentation de la SNDE, Société nationale des eaux, le problème d'accès aux liquides précieux pour certains habitants est lié à une forte concentration humaine. C'est ce qu'affirme la chef du centre de la SNDE à Ayoun, Fatimata Michel. Elle a indiqué que ces dernières années, la ville a connu un exode massif de citoyens, ce qui, dit-elle, a conduit à la création de nouveaux quartiers. Elle a par ailleurs déclaré que la SNDE dispose de 11 puits artésiens, 9 qui sont en ville et fonctionnent grâce à la Somalec, alors que les 2 autres qui se situent hors de la ville sont opérationnels à l'aide des panneaux solaires et groupes électrogènes. Elle a en outre souligné que la SND a 25 km de tuyaux au niveau de la ville. Elle a enfin précisé qu'avec l'achèvement du projet HAR, la SND va s'atteler à trouver des solutions pour permettre à tous les résidents d'être dotés des raccordements.
Voilà, après ce tour à l'intérieur du pays qui nous a conduits à Nouadhibou et à Ayoun, retour à Nouakchott et précisément à Nouakchott, on va se rendre à la mairie d'Arafat, la commune d'Arafat, dont la salle de réunion a abrité aujourd'hui, on le voit, une cérémonie de lancement d'un projet, un projet de l'initiative des jeunes pour l'apprentissage de l'informatique et l'intégration et l'entraide sociale et le développement local. C'était au cours d'une cérémonie organisée par l'Association mauritanienne pour la promotion de l'éducation des filles. La cérémonie s'est déroulée donc au siège de la mairie, l'occasion pour le maire de souligner que la commune soutient un tel projet, l'occasion aussi pour la présidente de cette association de souligner que ce projet va permettre une formation intensive des jeunes dans différents domaines. Voilà, ce journal est à présent terminé. Merci à vous, madame, mademoiselle, monsieur, de l'avoir suivi. Merci bien entendu aux équipes rédaction et techniques qui ont participé à sa conception. Je vous en rappelle les principales informations. Voilà ici l'audience accordée par le Premier ministre Lynn au commissaire de l'OMVS, l'autre président et à la Commission nationale des concours. Ici, c'est la cérémonie de clôture de la rencontre participative organisée par le ministère du Pétrole, de l'Énergie et des Mines sur la problématique de l'activité minière, artisanale et semi-industrielle. Et ici, ce sont ces séminaires de formation des formateurs organisés par le ministère de l'Éducation nationale sur de nouveaux programmes de la première année du fondamental, l'un à Kaïdi et l'autre à Nouakchott. Et n'oubliez pas, je vous en prie, les gestes barrières très efficaces vis-à-vis de la Covid-19, c'est-à-dire restez chez vous, ne sortez que par nécessité. Et si vous sortez de la maison, n'oubliez pas de vous laver les mains avec de l'eau et du savon. Et n'oubliez pas non plus votre masque et n'oubliez pas de respecter la distance sociale, la distanciation sociale, c'est-à-dire donc au moins 1,50 m. Ce sont des gestes très simples qui dépendent de chacun de nous, des gestes qui permettent de sauver des vies. Prenez soin de vous, votre santé est entre vos mains. Et si vous aimez vos proches, eh bien, pas d'approche et pas non plus de reproche. Et sur ce, je vous donne rendez-vous demain, Inch'Allah, à la même heure, 21h30. Bonsoir.